J'ai hésité à faire cette vidéo. Non pas que le sujet ait peu d'intérêt, mais parce que la loi sur l'aide à mourir est assortie d'un délit d'entrave. Et que je me suis demandé si le simple fait d'y réfléchir, publiquement, ne pourrait pas être perçu comme une influence sur ceux qui voudraient recourir au suicide assisté. Mon opinion personnelle sur l'euthanasie n'a finalement qu'assez peu d'importance. Ce qui m'intéresse, ce sont les paradoxes que cette loi fait apparaître. Elle a été présentée initialement comme ne concernant que les situations exceptionnelles. Des personnes majeures, atteintes de souffrances insupportables, sans espoir de guérison. Pourtant, plusieurs de ses promoteurs ont déjà indiqué qu'ils souhaitent, à terme, en étendre le champ d'application, notamment aux mineurs, à certaines pathologies psychiatriques ou encore aux personnes atteintes de maladies neurodégénératives, au nom de l'égalité. Une loi ne règle pas seulement des situations présentes, elle crée aussi un cadre évolutif qui ne répond pas seulement aux questions d'aujourd'hui, mais détermine également la manière dont seront posées celles de demain. Les lois ne changent pas seulement ce que nous avons le droit de faire ou non. Elles modifient progressivement le cadre à l'intérieur duquel nous pensons ce qui est possible, souhaitable ou impensable. La loi sur l'aide à mourir prévoit qu'une personne peut changer d'avis jusqu'au dernier moment. Dans le cas de Vincent Lambert, par exemple, la volonté retenue était nécessairement une volonté antérieure à son accident, puisqu'il ne pouvait plus s'exprimer. Dès lors, une question philosophique demeure. Comment penser la possibilité d'un changement d'avis lorsque la personne ne peut plus le manifester ? En matière de peine de mort, l'irréversibilité a souvent conduit à invoquer le bénéfice du doute. Cette logique est-elle transposable ou non aux décisions de fin de vie? Sur le délit d'entrave, il est assez étonnant que la loi permette à la personne de se rétracter, mais qu'on interdise à autrui, fût-il un proche, d'essayer de l'en convaincre. En toute logique, si la décision est réellement libre et éclairée, pourquoi craindrait-elle la contradiction ? Une décision libre ne devrait-elle pas pouvoir résister à l'existence d'arguments contraires ? Et si elle ne le peut pas, la question de sa liberté ne mérite-t-elle pas, au moins, d'être posée ? Autre paradoxe. Un pays qui prétend ne pas pouvoir s'arroger le droit d'administrer la mort, même à des individus coupables des pires crimes, accepterait de la donner par compassion à des personnes vulnérables, à des innocents. D'autre part, le respect des convictions de chacun, revendiqué par le législateur, n'est-il pas en contradiction avec l'obligation de fournir une aide à mourir dans tout établissement, même s'il est religieux ? De même, comment penser la situation d'un médecin qui refuse de pratiquer cet acte, mais auquel la loi demandera néanmoins de réorienter le patient vers un confrère qui acceptera de le faire? Une autre problématique semble alors émerger. Lorsqu'un acte résulte d'une chaîne de décision, où commence et où s'arrête la responsabilité de chacun? Celui qui décide, celui qui autorise, celui qui oriente, celui qui exécute? Le droit répond en partie à cette question. La philosophie, elle, s'interroge encore. Nous savons par ailleurs que nos représentations, nos actes, ne sont pas entièrement libres. Ils s'exercent dans des cadres qui pèsent sur eux. Or, c'est la même entité, l'État, comptable par délégation des conditions de vie de la population, qui pourrait administrer la mort aux personnes ne supportant plus cette même vie. La une d'un journal rappelait récemment que l'euthanasie permettrait d'économiser 1,4 milliard d'euros. Lorsqu'un débat sur la fin de vie commence à intégrer des arguments budgétaires, qu'est-ce que cela dit de nous ?
de notre manière de penser la valeur d'une existence. Philippe Pozzo di Borgo, devenu tétraplégique et évoquant sans doute l'action T4, le programme d'élimination des personnes handicapées par le régime national-socialiste, a déclaré lors d'un entretien. Donc, vous voulez recommencer la même chose. Ne venez pas me proposer de me flinguer. Vous allez y perdre votre dignité. Proposez-moi de vivre, malgré toute mon indignité apparente, et ça vous redonnera un peu de dignité. Enfin, nous savons que nos décisions sont influencées par notre biologie, nos émotions, la fatigue ou la douleur, mais aussi par le groupe, par notre environnement et notre histoire personnelle. Et pourtant, lorsqu'il s'agit de la décision la plus irréversible de toutes, nous parlons d'un consentement libre et éclairé. Dans quelle mesure peut-on invoquer un consentement pleinement libre lorsqu'une personne traverse une souffrance extrême, qu'elle soit physique, psychique ou existentielle? Depuis des années, les sciences humaines nous apprennent que l'être humain est infiniment plus influençable qu'on ne l'imagine. Cependant, c'est précisément au moment où il est confronté à la douleur, à la dépendance ou au désespoir que nous lui demandons d'exprimer un consentement qui requiert de lui une liberté et une lucidité totale. Le véritable sujet n'est peut-être pas la mort, ni même la vie. C'est peut-être la confiance que nous accordons à notre propre jugement lorsque nous souffrons. C'est une question que chacun peut comprendre. Celui qui a connu une dépression, un deuil, une douleur chronique, une rupture, ou simplement une période de profond désespoir. Nous avons presque tous fait l'expérience de ces moments. Certains d'entre nous ont peut-être même envisagé d'en finir. Puis plus tard, ils se sont dit « Heureusement que je n'ai pas pris de décision définitive ce jour-là ». Évidemment, la fin de vie est une situation différente et je ne fais pas ici d'analogie directe. Mais cette expérience commune peut servir de point de départ à une réflexion plus large. Comment penser la liberté d'une décision lorsque les circonstances affectent profondément notre manière de percevoir l'avenir, nous-mêmes ou le monde? Depuis plusieurs mois, cette chaîne explore une même idée. H, Milgram, Stanford, l'ingénierie sociale. Toutes ces vidéos racontent finalement la même histoire. Celle d'un être humain infiniment moins libre qu'il ne l'imagine. Alors, lorsqu'une société demande à une personne confrontée à la douleur, à la dépendance ou au désespoir, d'exprimer un consentement pleinement libre et éclairé, sommes-nous certains de savoir ce que signifient encore ces deux mots? Je n'ai pas la réponse, mais il me semble que la question mérite au moins d'exister. Car une civilisation ne se juge peut-être pas seulement aux réponses qu'elle apporte, mais aux questions qu'elle accepte encore de se poser.